messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Bienvenue dans l'émission Leadership de rue223.com. Pour ce deuxième numéro de Leadership, Dr Bourama Bari Diakité a bien voulu répondre aux questions habituelles de l'émission Leadership de rue223.com. Précisons que Dr Bourama Bari Diakité réside actuellement aux États-Unis dans le cadre d'une bourse d'études. Bonjour docteur. Premièrement, présentez-vous à nos abonnés et à nos lecteurs. Deuxièmement, quel a été votre parcours pour aboutir à la réalisation de votre rêve professionnel? Et enfin, quels conseils pouvez-vous donner aux plus jeunes qui ont des rêves mais qui peinent à les réaliser? Vous avez la parole. Bonjour chers abonnés, chers auditeurs, auditrices. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Diakité Bourama. Je viens du Mali, Ouest Afrique. Présentement, je suis aux États-Unis dans le cadre d'une bourse d'études nommée Fulbright. Je suis en train de faire un master en gestion du système et politique sanitaire à l'Université de Montclair, à New Jersey. Tout d'abord, je tiens à remercier l'association Écriture des Suds de m'avoir contacté à travers leur magazine Uriasso pour participer à leur émission Leadership. Personnellement, je trouve l'initiative très salutaire. Je pense que l'Afrique a besoin des jeunes leaders. Plus précisément, mon pays qui est le Mali, nous avons encore besoin de beaucoup de jeunes leaders qui sont déterminés, dévoués, non seulement pour leur développement personnel, mais aussi pour le développement du pays. Pour cette raison, c'est un réel plaisir pour moi de partager avec ces jeunes-là mon parcours académique, professionnel, les raisons du choix de ma carrière professionnelle, les difficultés que j'ai eu à affronter, les opportunités que j'ai eu à saisir et aussi les donner quelques conseils qui peuvent les être utiles pour atteindre leurs objectifs. Ceci est un réel plaisir pour moi. Alors, après mes études primaires à Wassoulou, premier cycle à Madina Diassa, second cycle à Yoroboula, j'ai eu mon bac en série sciences biologiques au lycée Ibrahim Ali de Banankabougou à Bamako. Et après le bac, j'ai été à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie, ancienne FMPOS de Bamako. Et parallèlement à cette faculté de médecine, j'ai eu le concours d'entrée à l'Institut national de formation en sciences de la santé de Bamako, où j'ai décroché une licence professionnelle en ophtalmologie. J'ai même eu cette licence avant mon doctorat. Alors, après la soutenance pour le doctorat, ma vie professionnelle a commencé avec la Société des mines d'or de Morila, en tant que médecin stagiaire, où mes activités étaient consacrées à la prise en charge des employés et leurs familles de la dite société. Alors, après quelques temps, j'ai eu un poste avec la Croix-Rouge malienne dans la région de Gao, à Bourem, sur un projet de renforcement des capacités des centres de santé et la préparation des ripostes des maladies à potentiel épidémique. Alors, j'ai fait un bon bout de temps avec la Croix-Rouge malienne et j'ai été avec Save the Children à Niafunke, dans la région de Tombouctou, sur un projet de santé et nutrition. C'est étant avec Save the Children à Niafunke que j'ai eu cette bourse d'études pour les États-Unis. Alors, ça c'est en gros mon parcours académique et professionnel. Alors, concernant les raisons du choix de ma carrière professionnelle, je dirais qu'elle n'était pas fortuite. C'était un rêve d'enfance, fondé sur des bases très très solides. Lorsque je faisais la 4e année fondamentale en Madina Diassa, j'ai développé ce désir de devenir un soignant, de devenir un docteur. C'était dû à une situation très très attristante que vivait ma tante à l'époque, chez qui j'ai fait le premier cycle. Au fait, ma tante était très souffrante. Je ne sais pas de quoi exactement, mais elle faisait des édèmes des membres inférieurs, des édèmes du visage. Et chaque fois, on l'infligeait des traitements traditionnels, sans aucun résultat concret. Un jour, j'étais dans la cour, je m'amusais seul,
soudain, mon regard s'est figé sur ma tante, assise devant sa porte. Je l'ai regardée pendant un bon bout de temps et les pieds enflés, le visage bouffi. J'ai vu la douleur, la tristesse sur son visage. Elle n'était pas du tout heureuse. Et une idée m'est venue en tête. Et si j'étais médecin? Donc, pour moi, ces jours, si j'étais médecin, il s'agissait seulement de prendre une seringue, faire une ponction de ces édèmes-là, et ma tante allait se sentir mieux. C'était ma façon de voir. Mais c'est comme ça que le rêve a commencé. Parce que à chaque fois que je voyais, dès ces jours-là, à chaque fois que je voyais ma tante et son tradithérapeute, la même question me venait en tête. C'est comme ça que j'ai nourri l'idée de devenir un soignant un jour, de devenir un médecin. Et malheureusement, après une année, elle est décédée. Mais je suis resté avec mon rêve sans pourtant dire à qui que ce soit. Et en sixième année fondamentale, mon père étant un imam, étant un ambassadeur de la religion, m'avait proposé de transférer de l'école française à l'école arabe pour apprendre la religion. Ce n'était pas mon choix, j'avais mon petit rêve au fond de moi. Heureusement, avec le soutien d'un grand frère, on a pu le convaincre et il m'a laissé continuer avec l'école française, mais avec une condition. Il dit qu'il souhaiterait que je devienne un soignant, un docteur. Dans sa philosophie, chaque personne que je soignerai, pour cette raison, Dieu aurait pitié de lui dans sa tombe, même s'il n'est pas là. Donc c'était sa façon de voir. Et c'est comme si on a fait un compromis et je n'avais aucun autre choix que de devenir un soignant, un docteur. Voilà. Et concernant les difficultés, je peux dire que j'ai eu beaucoup de petites difficultés. Étant né dans un petit village où il n'y a pas d'école, séparé de tes parents à 6-7 ans, c'est pas du tout facile. Et issu d'une famille pauvre où il n'y a personne qui a bravé ses chemins, donc c'est un peu compliqué. Donc souvent on est confronté à des difficultés financières pour la documentation, pour la nourriture, manque de confort, beaucoup de choses. Mais en réalité, je ne prenais pas ces petites difficultés comme des difficultés, je les voyais comme des facteurs de motivation. Parce que je me disais que si tu veux que ça prenne fin, tu dois étudier, tu dois te battre, tu dois réussir. Si tu veux manger 3 fois par jour, il faut te battre. Si tu veux t'habiller très bien, il faut te battre. Si tu veux avoir ces conforts que les autres ont, il faut te battre. C'était ma façon de voir les choses. Donc je ne les voyais pas comme des difficultés, par contre comme des facteurs de motivation. Voilà. Alors, au-delà de cela, quand même, j'ai eu une très grande difficulté que je regrette fort et que je ne souhaite à personne. C'est le manque de repères. Je n'ai pas eu quelqu'un, ni de près, ni de loin, qui pouvait me dire fais ça, ne pas faire ça. C'est-à-dire apprends tes leçons, fais tes exercices. Il faut lire ces livres-là, c'est intéressant. Il faut partir sur ces chemins si tu veux devenir un bon médecin. Même au niveau des stages, tout ça là. Donc, on n'a pas eu un conseiller, non seulement sur le plan académique, sur le plan professionnel et même dans la vie courante. Donc ça, quand même, je regrette beaucoup. Parce que chaque fois, je me dis, si j'avais eu un conseiller qui m'avait cadré, m'avait assisté, je ne pense pas si je serais là où je suis aujourd'hui. Donc ça, quand même, je regrette fort. Ça, c'est la seule difficulté que moi, je peux dire que j'ai eu sur mon parcours académique et professionnel. Les opportunités, non, je ne dirais pas que j'ai eu assez d'opportunités, mais je tiens compte de 3 opportunités. La première, c'est avoir la santé. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans le monde aujourd'hui qui n'ont pas ce que nous avons, qui est la santé. Et il y a beaucoup d'enfants aussi qui n'ont pas été inscrits à l'école. Donc être inscrit à l'école, ça c'est une deuxième opportunité que moi j'ai eue. Et être issu d'un pays où il y a l'éducation et elle est gratuite. Donc moi quand même, je considère ces 3 opportunités les meilleures dans ma vie. À part ça, concernant l'atteinte de mes objectifs, ce n'était pas des opportunités. Ce n'était pas des opportunités. La plupart du temps, une opportunité, ça vient à travers une circonstance favorable, une chance, mais je ne dirais pas que j'ai eu ça.
C'est à chaque fois que j'ai eu une opportunité de ce genre, j'ai refusé. Ma philosophie est que je ne prends pas ce que la vie me donne. Je prends ce que je veux. Ça, c'est ma façon de voir. Par exemple, après ma soutenance, j'ai passé 6 à 7 mois de chômage à Bamako, sans aucune ressource de revenus. Mais les opportunités qui m'étaient présentées à l'époque, je les ai refusées parce que j'étais en train d'apprendre l'anglais. Donc, dans mes rêves déjà, je devais partir aux États-Unis étudier. Donc, du coup, tout ce que tu me dis, si ce n'est pas dans ces plans de carrière, je ne pense pas si je vais accepter. J'ai eu des opportunités de quitter Bamako pour aller travailler à l'intérieur, souvent à 150, souvent à 200. Donc, j'ai connu pas mal de collègues qui ont accepté ces genre d'opportunités pour s'en sortir. Malgré que j'étais endetté, que je vivais encore des crédits, mais j'ai carrément refusé. J'ai dit non, bon, je dois venir aux États-Unis pour les études. Donc, le seul chemin que moi j'ai tracé pour moi, c'est apprendre l'anglais d'abord. Donc, pour moi, ce que la vie me donne, la plupart du temps, je refuse. Je prends ce que je veux. Voilà. Et concernant un conseil pour les jeunes, la première des choses que moi je vais dire, il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner, il faut être persévérant. C'est-à-dire, il faut faire ton rêve ta raison de vivre. Ça, c'est très important. Il faut créer cet amour entre toi et ton rêve. Il faut vivre dans le futur. Ça, quand même, je répète ça toujours aux jeunes qui me contactent pour des conseils. Et la deuxième des choses, il faut avoir une méthodologie appropriée, adéquate pour atteindre ton rêve. Ça, c'est très important. Il ne faut pas seulement dire que je veux ça, mais il te faut une méthodologie bien mise en place. Les stratégies, dégager des stratégies, comment atteindre ton objectif. Que ce soit sur les ressources humaines. Si tu as besoin des relations pour l'avoir, il faut créer ces relations. Si tu as besoin des compétences techniques, il faut apprendre tes compétences techniques. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Et la troisième des choses que je vais dire, il faut avoir un repère. Il faut avoir un repère. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un grand frère de sang, de famille, pour avoir un repère. Moi, j'aimerais que les jeunes africains, plus précisément les jeunes maliens, profitent bien des réseaux sociaux. C'est un système de mondialisation. Et il ne faut pas que nous soyons les produits de cette mondialisation. Il va falloir que nous soyons des bénéficiaires de cette mondialisation. Alors, dans n'importe quel domaine que tu veux évoluer aujourd'hui, tu trouveras quelqu'un de très compétent, de très inspirant sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Tu trouveras quelqu'un que tu peux suivre pour atteindre ton rêve. Et la plupart du temps, ce sont des gens qui sont prêts à te donner des conseils sur leurs commentaires. Donc, moi, je pense que nous devons se profiter de cela pour avoir un repère qu'il faut suivre, qu'il faut recevoir des conseils pour avancer, pour atteindre nos rêves. Donc, ça, ce sont les quelques conseils que moi, je donnerais à mes jeunes et essayer de mettre en application pour atteindre leurs objectifs. Alors, je vous remercie. À la prochaine. Merci beaucoup, Dr Bourama Bari Diakité, d'avoir répondu à nos questions. Bon séjour aux États-Unis et bon retour au Mali. Madame, Monsieur, merci beaucoup d'avoir suivi l'émission Leadership de route223.com. À très bientôt pour un nouveau numéro. Sur ce, prenez soin de vous et de vos proches. Merci.